Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. À tout point de vue, le site de Gizeh représente un formidable mystère architectural et archéologique, comportant d'étonnantes particularités physiques et techniques. À simple titre d'exemple, qui peut expliquer aujourd'hui le but et les moyens utilisés afin d'obtenir l'alignement presque parfait des 4 faces de la Grande Pyramide sur les points cardinaux, avec une marge d'erreur infinitésimale de moins de 15 millièmes de %. Ce qui suppose que chacun des 2,3 millions de blocs fut parfaitement placé, chaque assise exactement orientée, que le faîte de la pyramide fut exactement superposé au centre de sa base, que les angles de la base de l'édifice ont une amplitude exacte de 90 degrés. Une précision incroyable pour n'importe quel édifice à n'importe quelle époque, qu'il serait même difficile de reproduire aujourd'hui. Et un exploit presque inexplicable, quasi surnaturel pour un monument censé avoir été érigé il y a 4500 ans. Sur le plateau de Gizeh, les pyramides principales, leur temple et le sphinx sont dépourvus d'inscriptions, à part quelques graffitis, nous allons le voir. Et il est difficile, voire impossible de les dater par des moyens objectifs. Leur attribution à tel ou tel souverain est donc fondée sur l'interprétation arbitraire d'un faible nombre d'indices à la valeur discutable. Il existe de ce fait une convention selon laquelle les 3 pyramides de Gizeh seraient les tombes des pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos, 3 souverains de la 4e dynastie. Elles n'ont pourtant jamais livré de dépouilles royales et aucun texte ne fait mention de ces pharaons comme étant les bâtisseurs de ces édifices. Rappelons que les monuments de pierre peuvent être datés avec une relative précision si des textes qui leur sont contemporains mentionnent leur construction, ce qui n'est le cas ni des pyramides ni du sphinx. En 1836, le colonel britannique Howard Vyse débute ses recherches sur le plateau de Gizeh. À grands coups de dynamite, le militaire anglais et son équipe explorent la Grande Pyramide et y font 2 découvertes d'une extrême importance. Un fragment de plaque de fer d'environ 30 cm de long trouvé dans la maçonnerie de la face sud de la pyramide et des inscriptions peintes dans les chambres dites de décharge situées au-dessus de la chambre du roi, seules inscriptions jamais découvertes dans le monument, semblables à des graffitis tracés à la va-vite, mentionnant à première vue le nom de Khéops. La plaque de fer a cela d'étonnant que les spécialistes estiment l'apparition de l'âge du fer en Égypte aux alentours de 650 avant notre ère, et la Grande Pyramide est officiellement datée de 2500 avant notre ère. Et comme nous allons le voir, cette plaque ne peut avoir été placée dans la structure de la pyramide qu'à sa construction. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, NordVPN. Un VPN ou réseau privé virtuel désigne un service qui protège votre connexion Internet et votre confidentialité en ligne. Il crée un tunnel chiffré pour vos données et protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP. Masquer votre adresse IP avec un VPN est le moyen le plus sûr et le plus rapide de protéger votre vie privée en ligne. En activant l'application NordVPN, celle-ci masquera instantanément votre adresse IP, ne dévoilant ainsi ni votre emplacement, ni votre identité au site que vous visitez, et votre fournisseur d'accès n'aura plus la possibilité de tracer votre activité. En évitant la surveillance, profitez d'une liberté totale sur Internet grâce à NordVPN, en choisissant parmi plus de 5000 serveurs anonymes dans le monde entier. Un seul compte NordVPN peut gérer 6 appareils à la fois, et en ce moment, vous pouvez bénéficier d'une remise exceptionnelle en suivant le lien qui s'affiche à l'écran et dans la description. Payez seulement 2,69 € par mois en souscrivant un abonnement de 2 ans, soit une économie de 73%. Revenons à la plaque de fer. Dégagée par un certain Hill, membre de l'équipe de Vyse, après plusieurs jours d'explosion,
l'objet était prisonnier d'un joint interne de l'un des conduits de la chambre du roi, celui qui pointe vers Orion. Il déclara « Je certifie que le morceau de fer que j'ai découvert près de l'ouverture du conduit d'aération a été extrait par mes soins d'un joint interne, après que j'eus fait sauter les 2/3 supérieurs des pierres de la surface actuelle de la pyramide au moyen d'explosifs, et qu'aucun joint ou aucune ouverture de quelque sorte qu'il soit n'aboutissait au susdit joint grâce auquel on aurait pu y placer le morceau de fer après l'achèvement de la pyramide. » L'égyptologue John Perring, qui examina le lieu de la découverte, était d'avis qu'on avait dû déposer le morceau de fer dans le joint lors de la construction de la pyramide et qu'il était impossible de l'y avoir inséré par la suite. Wise envoya le mystérieux objet accompagné des déclarations des experts au British Museum, où les responsables de l'institution eurent le sentiment qu'il s'agissait d'un faux, puisque le travail du fer était inconnu à la date présumée de la construction des pyramides, et qu'on avait dû introduire le fragment à une époque beaucoup plus récente. En 1881, après avoir examiné la plaque de fer, l'illustre égyptologue Flinders Petrie émettait un avis contraire. Bien que le doute plane sur cette pièce, uniquement en raison de sa rareté, les arguments en sa faveur sont très précis. Sur la rouille qui la recouvre, on observe un amas de numulites, qui sont des protozoaires marins fossilisés, ce qui atteste qu'elle est restée pendant des siècles à proximité d'un bloc de calcaire numulitique, et qu'elle est donc très certainement ancienne. C'est pourquoi il serait déraisonnable de mettre en cause son authenticité. En 1989, après 108 ans de sommeil, un fragment de cette pièce de fer fut soumis à des examens optiques et chimiques. Dirigé par le directeur d'études au département d'ingénierie des ressources minérales de l'Imperial College de Londres et un maître de conférence à la faculté du pétrole et des mines de l'université de Suez. Leurs premières conclusions furent d'affirmer que le métal ne contenait pas de nickel et n'était donc pas issu d'une météorite. Il se trouvait donc face au produit d'une intervention humaine. Des examens complémentaires révélèrent qu'il avait été fondu à une température comprise entre 1000 et 1100 degrés et qu'une de ses faces avait conservé des traces d'or, ce qui pouvait laisser entendre qu'on le tenait en haute estime au moment de sa réalisation. À la question de quand avait-il été fabriqué, les deux spécialistes de métaux s'exprimaient ainsi. Nous concluons que la plaque de fer est très ancienne. Les preuves métallurgiques confirment les preuves archéologiques, lesquelles indiquent que la pièce a été incorporée à la Grande Pyramide à l'époque de son édification. Dans leur rapport, les deux scientifiques précisaient que la pièce devait provenir d'une plaque plus grande, sans doute carrée, qui aurait pu s'ajuster comme une sorte de porte à l'ouverture du conduit. Cette porte de fer présenterait-elle un rapport avec la herse de pierre aux poignées de cuivre découverte par Rudolf Gantenbrink à l'intérieur du conduit sud de la chambre de la reine, faisant partie d'un mécanisme très complexe? Pour l'archéologie conventionnelle, il s'agirait d'assigner une nouvelle datation à l'âge du fer. Mais des questions encore plus troublantes se posent. Quelle était la fonction de cette plaque? Pourquoi l'avoir introduite dans le conduit de la chambre du roi il y a plusieurs millénaires? Et si le fer n'a réellement été découvert ou redécouvert qu'en 650 avant notre ère, cette plaque pourrait-elle avoir été élaborée à une époque bien plus reculée par une civilisation bien plus ancienne et plus évoluée que l'Égypte pharaonique, les réels bâtisseurs de la Grande Pyramide qui évidemment connaissaient le fer? Revenons maintenant sur les graffitis découverts par l'équipe de Wise dans 4 des 5 chambres de décharge se situant au-dessus de la chambre dite du roi. Dans les chambres de Wellington, Nelson, Lady Arbuthnot et Campbell. Il convient de souligner que Wise a identifié ces signes dans les 4 chambres qu'il a ouvertes, mais n'a rien noté dans la première chambre de décharge. De fait, l'ouverture de cet espace avait été assurée par Nathaniel Davison en 1765. Il peut paraître étrange que ces inscriptions, les seules et uniques qui mentionnent le nom de Khéops dans la Grande Pyramide, n'aient été trouvées que dans les chambres qu'il a ouvertes. De fait, le jour de l'ouverture des chambres, le journal de Wise fait état d'un examen attentif, sans mentionner la présence des hiéroglyphes peints en rouge sur les murs. Le lendemain, lorsque Wise retourna dans les chambres en compagnie de témoins, les signes étaient visibles, apparus par magie pendant la nuit. Cette découverte tombait bien, juste à la fin d'une saison de fouilles aussi coûteuse qu'infructueuse.
au moment où une découverte archéologique serait venue justifier les dépenses qu'il avait engagées et attirer l'intérêt des investisseurs. C'est donc en se basant sur cette découverte que l'on attribua la Grande Pyramide au pharaon Khéops. Ce souverain dont la seule représentation qui nous soit parvenue est une statuette de 5 cm de haut et dont les textes le concernant sont très peu nombreux. Imaginons un pharaon ayant fait bâtir le plus éblouissant édifice de l'histoire, ne laissant pas sa signature à la vue de tous sous une forme majestueuse, mais dont les seules traces laissées dans l'édifice seraient des marques de carrière cachées dans des pièces scellées, quasiment inaccessibles, et qui plus est avec des fautes d'orthographe. Car l'orthographe des hiéroglyphes pose problème. Au XIXe siècle, l'égyptologue et spécialiste de l'égyptien classique Samuel Birch fut le premier à soulever la question. Selon lui, les marques de carrière sont rédigées dans les styles de différentes périodes réunies de façon anormale. Ces prétendues inscriptions de la 4e dynastie présentent des formes et des titres qui n'apparaissent pas avant le Moyen Empire, environ 1000 ans plus tard. Certains hiéroglyphes ont été peints à l'envers, et l'emploi de certains mots et de certaines expressions ne correspond à rien de comparable dans aucun écrit de l'Égypte ancienne. Tel qu'il est transcrit sur les marques de carrière, le nom de Khéops est sujet à controverse. Il contient une faute, un point entouré d'un cercle à la place d'un cercle vide. Mais il est intéressant de constater que cette erreur apparaît dans 2 ouvrages consacrés aux hiéroglyphes, Voyage de l'Arabie pétrée de Léon de Laborde et le Materia Hieroglyphica de John Garner Wilkinson. Or ces livres étaient les seuls disponibles sur le sujet en 1837, les seuls qu'ont pu consulter Weiss et son équipe afin de trouver l'orthographe hiéroglyphique du mot Khéops. Ne nous étonnons pas que les égyptologues, dans leur grande majorité, reconnurent les yeux fermés l'authenticité des graffitis de Weiss. Par ailleurs, il existe d'autres hiéroglyphes, d'une origine moins douteuse, qui semblent indiquer que Khéops ne peut pas avoir construit la Grande Pyramide. Bizarrement, les mêmes archéologues furent les premiers à minimiser la signification de ces hiéroglyphes qui apparaissent sur la stèle de l'inventaire conservée au musée du Caire, découverte en 1858 à Gizeh par l'archéologue français Auguste Mariette. Cette stèle date de la 26e dynastie et est une copie d'une stèle de la 4e dynastie. Cette trouvaille fit l'effet d'une bombe dans la mesure où le texte figurant sur la stèle indiquait clairement que le Sphinx, la Grande Pyramide, ainsi que plusieurs structures du plateau de Gizeh existaient depuis bien plus longtemps que le règne de Khéops. Le texte désignait aussi la déesse Isis sous le nom de maîtresse de la pyramide, sous-entendant que le monument avait été dédié à cette divinité et non à Khéops. Cette découverte bouleversait radicalement la chronologie orthodoxe de l'Égypte antique et menaçait également la thèse universellement acceptée selon laquelle les pyramides de Gizeh avaient été construites pour servir de tombes. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi soutenir mon travail et m'aider à financer la chaîne en faisant un don sur Tipeee.